Bon, mais mesdames, messieurs, nous sommes très heureux d'accueillir pour la seconde fois Madame Rollet. Étant donné le succès remporté par sa conférence l'an dernier, nous ne doutons pas que les résultats d'aujourd'hui sont aussi prometteurs. Et je ne veux pas abuser de vos instants, je vais lui céder dès maintenant la parole, car je sais qu'elle a beaucoup de choses à nous dire. J'ai toujours beaucoup de choses à dire. Bon. Et je remercie particulièrement ceux qui m'ont déjà supporté l'année dernière et qui ont eu le courage de revenir, parce que vous avez constaté que quand je suis lancée dans mon sujet et passionnée comme je suis par l'histoire de QC, j'ai tendance à prendre beaucoup de temps. Alors j'essaierai aujourd'hui d'être raisonnable, de ne pas abuser de votre temps. Alors je vais reprendre pratiquement où on en était resté l'année dernière pour ceux qui étaient là, parce que justement j'ai tellement parlé que j'avais pas pu boucler mon propos, et nous étions restés en carafe au milieu du XVIIIe siècle, en 1750, disons autour de 1750. Alors si vous avez quelques souvenirs de ce qu'on avait dit l'année dernière, si vous voulez, j'espère que vous avez gardé le souvenir d'un bourg. J'emploie plus le mot bourg que le mot village, bon, tellement village, ça évoque quelque chose d'uniquement rural, alors que Cussy était entre 1650 et 1750 un bourg d'une activité commerciale extrêmement importante. Frappant par sa modernité, avec beaucoup d'aspects justement modernes, le grand commerce, ces grandes familles bourgeoises qui commerçaient jusqu'à Paris, une activité vraiment très grande et une société qui était extrêmement moderne. Alors, je m'étais arrêtée à 1750 faute de temps un peu, mais c'était aussi une coupure finalement intéressante, parce que à partir de 1750, on va complètement changer d'atmosphère à Cussy, et dans l'ensemble, ça va aller beaucoup moins bien. Bon, si vous voulez, le siècle précédent, entre 1650 et 1750, avait été extrêmement brillant pour le bourg, et à partir de 1750, il y a un certain nombre de choses qui commencent à aller moins bien. Alors, plus ou moins importantes, plus ou moins claires, parce que vous savez, souvent l'historien constate, et les explications ne sont pas toujours faciles. Il y a des choses simples. Par exemple, à partir de 1750, il va y avoir une pression démographique, une augmentation de population qui va être extrêmement forte. Bon, jusqu'à 1750, Cussy, par exemple, Cussy proprement dit, alors je ne parle pas de Presles et des ponts de Cussy, Cussy proprement dit avait tourné à peu près autour de 50 feux. 50 familles, si vous voulez, 50 foyers fiscaux. Bon an, mal an, si vous voulez, il y avait des variations, bien entendu, il y avait les mauvaises années avec beaucoup de mortalité, mais disons qu'on était resté à peu près à ce niveau constant. Bon. Or, à partir de 1750, la population augmente terriblement, et surtout d'ailleurs entre 1770 et 1789, on va passer assez brusquement à 70 feux. Bon, c'est une augmentation qui est quand même assez importante. Passer de 50 familles à 70, si vous voulez, c'est une grosse augmentation sur une période brève. Et en plus, quand on regarde la composition des familles, dans ces feux, il y a de plus en plus de monde, parce que la population augmente, mais on manque de maisons. Et on constate que très souvent, les jeunes couples, par exemple, sont obligés de vivre avec les parents. Donc, si vous voulez, non seulement il y a plus de feux, mais chacun de ces feux, souvent, comporte plusieurs ménages. Donc, au total, si vous voulez, ça donne une augmentation de population qui est très importante. Alors, une augmentation de population, c'est pas forcément un mal. Bon, si ça correspond à une augmentation d'activité. Bon, il y a des périodes où un essor de population a été un facteur extrêmement favorable. Quand il y a des terres à défricher, quand on peut étendre les cultures, quand on peut trouver des activités nouvelles qui absorbent ce surplus de population. Or, à Cussy, le problème, c'est que c'est absolument pas le cas. Bon, au contraire, dans l'ensemble, l'activité économique a tendance à diminuer à partir de 1750. Et là, c'est moins facile à expliquer. Je constate, si vous voulez, qu'une partie du commerce qui se faisait à Cussy avant se déplace déjà vers Avallon. Bon, je constate que, par exemple, les grandes familles bourgeoises qui vivaient à Cussy jusque-là se déplacent pour aller habiter à Avallon.
Par exemple, les Bresse, dont je vous avais parlé l'autre fois, qui étaient au départ les capitaines du château, enfin le concierge du château, qui avaient fait fortune, qui étaient devenus grands maîtres des eaux et forêts. Bon, ils avaient été grands maîtres des eaux et forêts d'Aussois en habitant Cussy. Bon. Et en 1750, on ne sait pas pourquoi, ils restent grands maîtres des eaux et forêts, c'est-à-dire que leur fonction reste la même, mais ils vont habiter à Vallon. Bon. De la même façon, dans la famille de la Gorgette, qui était la grande famille des marchands de bois de Cussy, qui était la plus grosse fortune de Cussy, bon, on constate que les descendants vont habiter à Avallon. Comme si déjà, si vous voulez, il y avait une attraction de la ville qu'on n'arrive pas entièrement à expliquer. Parce que, je vous avais dit l'autre fois, bon, Avallon était à l'écart de la grande route. Bon, ce qui expliquait que le commerce, tout ce qui affluait du Morvan ou de la côte, se concentrait à Cussy plutôt qu'à Avallon, parce qu'Avallon, c'était pas sur la route, donc les voituriers ne passaient pas à Avallon. Or, Avallon n'est pas plus sur la route après 1750 qu'avant. Bon, si vous voulez, de ce point de vue-là, officiellement, il n'y a pas de modification. Même en 1750, on a consulté les autorités d'Avallon pour leur demander si il ne faudrait pas modifier justement le tracé de la route, le trajet officiel suivi par la poste, avec les relais. Alors, on a proposé officiellement à Avallon de devenir relais et de détourner la route, et les échevins d'Avallon ont refusé. Bon, ce qui était évidemment une erreur monumentale du point de vue économique, mais enfin, c'est une erreur qui a été commise dans beaucoup de villes, et pour d'autres, même pour le chemin de fer, par exemple, on a des tas d'exemples de villes qui, au départ, ont refusé un transport qui aurait peut-être modifié leur économie pour des raisons qui étaient souvent simplement l'intérêt de quelques-uns. Par exemple, à Avallon, si on avait créé une route à ce moment-là, on aurait pris du terrain sur les vignes des riches bourgeois d'Avallon. Et comme leurs vignes leur rapportaient énormément d'argent, ils n'ont pas voulu qu'on exproprie leurs vignes pour construire la route, et ils ont préféré refuser la route, comme c'était eux qui avaient le pouvoir à Avallon, ils ont refusé le passage de la route. Donc la route ne passe toujours pas par Avallon, c'est toujours pas une étape. Bon, simplement, à partir de 1770, si vous voulez, on a fait une bretelle, parce que quand même Avallon s'est un peu mordu les doigts d'avoir refusé cette route, et à partir de 1770, on a construit une bretelle qui rattache Avallon à la grande route par Vassy, si vous voulez, de Vassy à Avallon. Bon, mais si vous voulez, c'est seulement en 1770, ce n'est pas totalement, si vous voulez, Avallon n'est toujours pas relais de poste, non. Et ça n'explique pas complètement que le commerce se déplace déjà vers Avallon. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra que je creuse du côté d'Avallon. Qu'est-ce qui a pu motiver ce déplacement? Mais donc, si vous voulez, pour Cussy, on a une population qui augmente à un moment où l'activité économique plutôt stagne. Bon. Autre changement qui est très pénible et qui apparaît certainement comme le plus pénible aux habitants de Cussy, de Presles et des ponts de Cussy, c'est l'époque où se manifeste ce qu'on appelle dans l'histoire de France la réaction seigneuriale. La réaction seigneuriale, si vous voulez, c'est un phénomène qui existe ailleurs qu'à Cussy, qu'on constate dans plusieurs régions de France. C'est un moment où les seigneurs cherchent à restaurer leurs anciens pouvoirs, leurs anciens droits, à retrouver leur autorité sur les populations. On a donné des tas d'explications à ça. Les seigneurs vivent à la cour, dépensent énormément d'argent, ils ont besoin de faire face à leurs dépenses et ils cherchent à remplir leur escarcelle aux dépens des paysans de leur seigneurie. Bon. Et à Cussy, dans l'ensemble de l'Est avallonnais, cette réaction seigneuriale, elle a pris un aspect particulièrement dur. C'est une des régions de France qui est célèbre pour la dureté de cette réaction seigneuriale, parce que ça tient aussi un peu à la personne des seigneurs qui détiennent évidemment le village. Bon, jusque-là, jusque vers 1750, les seigneurs de Cussy avaient été, on l'avait signalé, des gens qui géraient de très loin leurs propriétés. Ils avaient un fermier qui était chargé de gérer tout, les terres, les droits seigneuriaux et tout. Bon, la perception des droits seigneuriaux se faisait d'une façon qui était très très relâchée, et c'est même assez curieux de lire chez le notaire, par exemple, quand on vend une maison ou une terre. Bon, jusqu'en 1750, il y a toujours la même formule. On dit tel bien, chargé de ses droits seigneuriaux, inconnu
que les vendeurs ont dit ne pas connaître, donc ils ne connaissent pas les droits seigneuriaux qu'ils devraient payer, et disent qu'ils ne connaissent pas pour ne les avoir jamais payés. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, le paiement des droits seigneuriaux était complètement tombé en désuétude, comme on dit. Il n'avait pas été supprimé légalement, mais concrètement, réellement, il n'était plus perçu. Et ça, depuis pratiquement justement toute cette période de 1650 à 1750. Bon. Or, ces droits seigneuriaux vont être brutalement remis à l'ordre du jour à partir de 1750, donc dans le cadre de dans ce retour en force des seigneurs, sous deux seigneurs qui vont se succéder à Presles et à Cussy. D'abord, à partir de 1749, la seigneurie de Presles est vendue à la marquise d'Albert. À partir de 1764, Presles est vendu par cette marquise d'Albert à Berthier de Sauvigny, qui achète l'année suivante, en 1765, la seigneurie de Cussy. Alors, on avait dit la dernière fois que il y avait deux seigneuries différentes. La seigneurie de Cussy, qui appartenait aux Guiteaux des Poisses depuis le Moyen-Âge et dont ils sont restés donc propriétaires jusqu'en 1765, sans s'en occuper énormément parce que c'était très marginal par rapport à leur propriété davantage en Ossois. Bon. Et puis la seigneurie de Presles, donc, qui a changé à plusieurs reprises de seigneur, qui avait appartenu aux fils Jean, aux Noinville, enfin bon. Et Presles, en 1749, appartient à cette marquise d'Albert, et en 1765, donc Berthier de Sauvigny regroupe dans ses mains les deux seigneuries, plus toutes les autres seigneuries, il faut bien dire, de l'Est avallonnais, depuis Vassy, Tarot, Étole, jusqu'à Sainte-Magnance. Enfin, il a acheté absolument toutes les seigneuries du secteur. Alors, ces deux seigneurs successifs, donc Madame d'Albert et Berthier, c'est des personnes qui sont totalement différentes par leurs origines et leur existence. La marquise d'Albert, Madame d'Albert de Luynes, c'est la très très grande noblesse française. Son mari est amiral de la flotte française, il réside à Brest d'ailleurs, il n'est jamais venu à Presles. Si vous voulez, sa femme était séparée de biens du marquis d'Albert de Luynes, et elle a acheté Presles pour elle. Enfin, si vous voulez, c'est une propriété personnelle. Elle est séparée de biens de son mari, elle a le droit de gérer ses biens, elle achète, elle vend de façon totalement indépendante, sauf que son mari lui a prêté de l'argent pour acheter. Mais si vous voulez, bon, elle appartient à cette très grande noblesse qui, dans la région, n'a d'équivalent que les Châtelus ou les Guiteaux, si vous voulez. Bon, tandis que Berthier, c'est une noblesse beaucoup plus fraîche. Enfin, les Berthier ne sont nobles que depuis un siècle. Ils font figure de parvenus dans la région, bon, mais leur politique vis-à-vis de leur seigneurie est exactement la même. Ils appartiennent à cette même tendance de seigneurs qui sont décidés à faire un maximum d'argent sur leur seigneurie et qui ont une attitude extrêmement dure, qui sont souvent des gens, c'est pas parce qu'ils veulent revenir aux droits seigneuriaux du Moyen-Âge qu'il faut croire qu'ils sont moyenâgeux. Ce sont des gens qui, souvent, au contraire, sont pour leur époque instruits, très au courant des nouveautés économiques, très compétents dans la gestion, très souvent, bon, mais, si vous voulez, qui ont d'énormes besoins d'argent et qui veulent faire ce sont des hommes d'affaires, si vous voulez, ou des femmes d'affaires, dans le cas de Madame d'Albert. Bon. Alors, comment va se manifester leur politique à Presles et à Cussy? Oh, ça a été radical. Madame d'Albert avait acheté donc la seigneurie de Presles en 1749, et dans les 3 ans, les gens de Presles et de Cussy, accessoirement, ont compris leur malheur. Ça a été extrêmement vite. Bon, sa politique, si vous voulez, elle va en trois points. Bon. Premièrement, acheter le maximum de terres. Bon. La seigneurie, les deux seigneuries étaient déjà assez confortables, si vous voulez, mais il restait des terres à côté qui appartenaient justement à la bourgeoisie locale, aux Bresse ou de la Gorgette, à leurs héritiers, bon, qui appartenaient encore quelques lambeaux à des paysans. Leur politique à tous les deux, la marquise d'Albert comme Berthier de Sauvigny, c'est de tout regrouper.
Bon, d'essayer de prendre tout. Alors, ils vont exercer cette concentration foncière déjà, aux dépens des paysans qui restent. C'est ce qui a été le plus rapide. Il n'en restait déjà plus beaucoup. Ils avaient souvent été expropriés par la bourgeoisie précédente, justement. Mais enfin, ceux qui restent vont passer. Alors cette fois-là, vont être obligés de lâcher. Il y a des tas d'exemples. J'en ai trouvé un. Il me semble que le nom existe encore dans la région. Une famille Naudot. Bon, une famille Naudot qui était une vieille famille depuis le Moyen-Âge installée à Presles, qui avait eu des difficultés financières à plusieurs reprises, qui avait emprunté de l'argent à plusieurs reprises. Entre 1620 et 1750, ils avaient emprunté de l'argent 5 fois. Des sommes pas trop grosses, vous voyez, 100 livres une fois, 200 livres une autre fois, bon, mais ça avait fini par s'accumuler, ils n'avaient jamais réussi à rembourser. C'est assez typique de la petite paysannerie de cette époque-là. On emprunte pour faire face à une difficulté, on n'arrive jamais à rembourser, à la difficulté suivante, on emprunte de nouveau, mais à des créanciers différents. Bon, c'est bien que pour chaque créancier, c'est une petite somme, si vous voulez. Bon, mais ce qu'a fait Madame d'Albert, systématiquement, elle a recherché toutes les créances. Bon, elle a pris la famille Naudot, elle a épluché tout ce que devait la famille Naudot, elle est allée trouver tous les créanciers anciens de la famille Naudot, elle les a désintéressés en leur rachetant leurs droits, si vous voulez. Bon, elle a remboursé, si vous voulez, la somme que devaient les Naudot, et ensuite, elle est allée trouver les Naudot en disant, voilà, maintenant vous n'avez plus qu'un seul créancier, c'est moi, vous me devez 1000 livres, je les veux. Bon, bien entendu, ils sont totalement incapables de verser une somme pareille, ils n'ont jamais réussi à rembourser même 100 livres à un de leurs créanciers, donc, seule solution, ils vendent leurs biens. Bon, alors, comme ça, enfin, je peux pas multiplier les exemples, mais ce qui restait de petites propriétés paysannes est complètement ratissé par la marquise d'abord, et puis Berthier reprend exactement la même politique. Il y a les Bonins, si vous voulez, la propriété paysanne disparaît complètement. Mais ça ne fait jamais plus que des petits lambeaux, et ce qui les intéresse aussi, c'est de récupérer les biens des bourgeois. C'est d'autant plus intéressant qu'en surface, déjà, c'est plus conséquent. Bon. Mais ça a aussi un autre intérêt, c'est qu'en cas de contestation, les bourgeois sont des gens qui ont de la défense. Parce qu'ils sont instruits, parce qu'ils ont quand même de l'argent, ils sont capables d'aller en justice, ils sont capables de soutenir des procès. Bon, et c'est très embêtant pour un seigneur qui veut dominer complètement la situation. Si vous voulez, ces propriétés bourgeoises sont non seulement des zones qui lui échappent, mais qui peuvent être source de contestation, de conflits, encourager un esprit de révolte dans la population. Donc, systématiquement, ils vont faire pression l'un et l'autre, Madame d'Albert d'abord, et puis surtout alors Berthier de Sauvigny, parce que c'est quand même un personnage plus influent sur le plan national, étant intendant de Paris, il obtient des arrêts à Paris, et ils ont donc récupéré comme ça une bonne partie des domaines qui avaient appartenu aux de la Gorgette, aux Bresse, si vous voulez, à nos grandes familles bourgeoises, qui justement ont aussi quitté Cussy, peut-être aussi donc se sont-elles désintéressées un peu de leur terre ici, elles n'habitaient plus là, enfin, toujours est-il qu'on constate donc cette concentration foncière. Alors cette concentration foncière, bien entendu, c'est pas les Berthier ou la marquise d'Albert qui vont travailler la terre. Bon, donc ils ont des fermiers. Mais ces fermes, ils vont les réorganiser. Madame d'Albert a commencé. Elle a commencé d'abord par attaquer la personne qui avait été jusque-là la fermière générale de Monsieur de Noinville, si vous voulez, la veuve Saja. Je vous avais parlé l'autre fois de la veuve Saja, qui était une terrible femme, maîtresse de poste, donc grosse propriétaire dans le secteur, et aussi donc gérante, si on veut, des biens de la seigneurie qui appartenaient alors à Monsieur de Noinville. Quand Madame d'Albert a acheté, elle a constaté que la fermière avait extrêmement mal géré ses biens, justement, que les droits seigneuriaux n'avaient pas été perçus de façon régulière, donc que tout le monde avait perdu l'habitude de les payer. Elle a constaté que les terres avaient été mal entretenues. Elle a déclenché un procès contre sa fermière. Bon. Et on a tous les rapports d'experts qui sont venus visiter tous les biens donc de la seigneurie, donc que Madame d'Albert venait d'acheter et dont la veuve Saja a été gestionnaire. Et c'est extraordinaire le soin avec lequel l'expertise a été faite. La moindre haie qui n'est pas coupée, par exemple, un carreau cassé dans une armoire dans le logement du métayer.
Des carreaux décelés dans le carrelage de la maison du métayer, tout est absolument signalé. Les travaux à faire correspondants sont bien marqués en face. Bon, et on arrive à une somme assez considérable, si vous voulez, pour mauvaise gestion. Donc le bail est rompu, ça sert de prétexte à Madame d'Albert pour rompre le bail avec sa fermière générale, pour lui faire payer une amende, si vous voulez, la fermière est condamnée. Et à partir de là, la marquise d'Albert a dit « Les fermiers généraux, c'est fini, mes terres, je m'en occupe moi-même ». Bon, c'est une personne qui lit, si vous voulez, c'est le moment, enfin, des théories physiocrates en France, avec une agriculture plus moderniste. Elle veut faire de ses fermes quelque chose de rentable. Bon, elle va donc changer les fermiers. Il y a une valse des fermiers à ce moment-là, si vous voulez. Elle les change quand ils ne sont pas satisfaisants. Elle les change tous les ans ou tous les 2 ans. Enfin, Et chaque fois qu'elle achète des terres, et chaque fois que Berthier, par la suite, achètera des terres, au lieu de créer de nouvelles fermes ou de maintenir de nouvelles fermes, ils intègrent les nouvelles terres dans les fermes anciennes. C'est-à-dire qu'il y a en tout et pour tout 4 grosses fermes dont la surface va en augmentant, justement, à chaque achat, la surface augmente. Une ferme devient vraiment une très très grosse entreprise pour laquelle il faut plusieurs charrues et un bétail assez considérable. Donc, si vous voulez, un petit manouvrier de Cussy ou de Presles, quand la ferme est libre, ne peut pas être candidat pour prendre la ferme, si vous voulez, pour prendre le bail, parce qu'il n'a pas le matériel, il n'a pas le bétail qu'il faut. Ça devient, si vous voulez, des grosses entreprises, ces fermes. Bon, alors vous avez un petit nombre de familles qui arrivent, bon, c'est toujours les mêmes qui reviennent à la fin du siècle comme fermiers, bon, qui sont directement sous l'œil de la marquise, puis de Berthier. Donc, si vous voulez, une gestion qui est très sérieusement reprise en main. Concentration foncière et gestion directe par le seigneur. Bon, ça, c'est un aspect de la réaction seigneuriale. Bon, il y en a d'autres. Il y a l'affaire des droits seigneuriaux. Les habitants de Cussy et de Presles ont vu débarquer un personnage dont ils ignoraient l'existence jusque-là, mais enfin, ils ont vu à quoi ça servait. Ils ont vu débarquer ce qu'on appelle un commissaire à terrier. Madame d'Albert a embauché un juriste spécialisé dans la recherche des vieux papiers qui fondent les titres de propriété et qui fondent les droits seigneuriaux depuis un temps immémorial. Et le travail de ce personnage, c'est de rechercher tout ce qui peut justifier des droits dans la seigneurie de Presles, qui appartient à la marquise. Alors, il va rechercher donc tous les vieux textes. C'est absolument extraordinaire. On a la liste, si vous voulez, ce commissaire à terrier, donc qui s'appelle de Fabrège. Il est resté 3 ans à Presles. Et il a pas mal travaillé. Il a retrouvé une liste de textes qui est absolument étonnante. Il est remonté, par exemple, à 1377. Il a trouvé un texte de 1377 qui était un jugement rendu à cette époque-là. Alors, vous voyez, en 1750, c'est déjà un vieux truc. Bon, mais le jugement qui avait été rendu donc presque 4 siècles avant avait confisqué les terres d'un paysan qui venait de mourir parce qu'il était serf, il était de statut serf, c'est-à-dire qu'un serf n'avait pas le droit d'être propriétaire de ses terres, elles lui étaient concédées de son vivant par le seigneur, et lorsqu'il mourait, le seigneur avait le droit de reprendre la terre. Bon. En se servant de ce jugement de 1377, la marquise a dit, vous voyez, les habitants de Presles sont serfs, donc toutes leurs terres relèvent de la main morte, donc c'est pas parce qu'on l'a pas pratiqué depuis 400 ans que le droit a disparu, je vais rétablir cette servitude et cette main morte. Bon, vous voyez comment à partir d'un vieux texte qui fait jurisprudence, ça c'est une bonne vieille tradition juridique française, la jurisprudence, un texte suffit à fonder un droit. Il en a retrouvé un autre, par exemple, pour vous donner un autre exemple, c'est quelquefois ahurissant. Il a trouvé en 1425 4 habitants de Cussy qui ont été condamnés par la justice de Cussy. Alors vous voyez là, ça n'a que 250 ans au moment où il le retrouve. Bon. Mais ces gens-là avaient été condamnés donc pour avoir livré au seigneur un cochon et un pain qui n'avaient pas plu au seigneur, parce que le cochon était trop maigre, le pain je ne sais plus ce qu'il avait, si vous voulez, mais le seigneur avait refusé le cochon et le pain et avait fait un procès aux paysans, donc pour obtenir un meilleur cochon et un meilleur pain. Bon, la marquise a dit, vous voyez,
les habitants de Presles devaient, et donc doivent toujours, puisque ça n'a pas été abrogé, un cochon et un pain par an au Seigneur. Bon. Et elle recommence à percevoir tout ça. Alors, si vous voulez, il faut se rendre compte de l'effet que ça pouvait faire aux gens qui, depuis des siècles, n'avaient plus payé tout ça. On avait perdu le souvenir, d'autant plus que vous pensez des charges, ça s'oublie très très vite. Bon, les avantages, à la limite, on les défend, mais des charges, quand on a trouvé moyen de ne pas les payer pendant quelques années, c'est facilement passé aux oubliettes. Et alors, voir ressurgir tout ça, ça a été la panique. Mais alors, une panique noire. Bon, les habitants de la paroisse se sont réunis d'urgence, enfin, autour de 1750, là, il y a une véritable atmosphère de crise, si vous voulez. Les ambitions de la marquise se révélant, c'est la panique dans la population, mais même parmi les nobles du secteur. Par exemple, Madame de Guitaut, qui ne s'était pas beaucoup manifestée jusque-là à Cussy, a constaté que la marquise d'Albert, parmi tous les droits qu'elle ressortait des placards, avait retrouvé le droit d'avoir un banc dans le chœur de l'église de Cussy. Bon, et elle a fait installer son banc dans l'église de Cussy, et alors Madame de Guitaut intervient quand même pour dire halte là, mais mes droits à moi. Enfin, bon, si vous voulez, c'est, on voit, enfin, tout le monde est en danger. On voit même apparaître, Monsieur et Madame Mettmann avait un texte là-dessus, j'ai vu circuler un texte là-dessus. Le seigneur de Montréal, qui était engagiste, enfin, qui représentait les intérêts du roi, disons pour simplifier, vient dire, mais tout de même, il faudrait quand même pas exagérer. À Cussy, il y a 4 maisons qui relèvent de la justice royale. Alors quand même, la marquise, faudrait quand même pas qu'elle vienne jusque mordre sur ses plates-bandes. On sent vraiment la crainte à tous les niveaux. Mais enfin, évidemment, c'est la population à la base qui est la plus menacée dans ses intérêts. Et alors, la population, il y a eu une assemblée des habitants de la paroisse assez dramatique, dans laquelle on a décidé que les échevins allaient enquêter de leur côté, bon, essayer de retrouver les droits des populations et essayer de s'opposer aux ambitions de la marquise. Bon. Alors, la marquise a fait descendre quelqu'un qui était conseiller au Parlement de Paris, qui est venu expliquer, enfin c'est quand même quelqu'un qui est convoqué par la marquise, qui vient séjourner à Cussy aux frais de la marquise, et qui vient expliquer aux habitants, qui sont ignares, illettrés, enfin bon, que en fait, ils n'ont absolument rien à dire. Alors, il leur rédige un mémoire qu'on va leur lire, on va leur lire plusieurs fois, parce qu'ils comprennent pas la première fois, il faut dire que c'est pas toujours simple, bon, où il leur explique que, premièrement, pour les droits, notamment la main morte, ils sont bien d'accord que tout le monde ne la doit pas. Bon, il y a des gens qui la doivent, il y en a qui ne la doivent pas. Seulement, c'est aux gens qui ne la doivent pas de faire la preuve qu'ils ne la doivent pas. Et ça, la charge de la preuve, c'est terrible en justice, surtout à ce moment-là, où, si vous voulez, les paysans n'ont évidemment absolument pas de papier. Savoir s'ils ont eu un arrière-grand-père qui a été un jour affranchi de la main morte, par exemple, c'est-à-dire libéré du paiement de la main morte, ils n'ont absolument pas de papier pour le prouver. Donc pour eux, c'est dramatique, si vous voulez, d'avoir à faire la preuve. Le Seigneur dit, moi je pars du principe que c'était un droit général, bon, qu'il y a eu des exemptions qui ont été accordées dans le temps, je ne le conteste pas, mais des exemptions individuelles, on avait un peu parlé l'autre fois, donc prouvez-moi que vous êtes exempté, sinon payez. Bon, alors, c'est le raisonnement du conseiller qui est juridiquement imparable. Enfin, bon, tout dépend, si vous voulez, ça c'est en droit, qui est-ce qui doit faire la preuve? Est-ce que c'est au seigneur de faire la preuve qu'il a des droits, ou est-ce que c'est au paysan de faire la preuve qu'il est exempté? Ça, bon, si vous voulez, c'est le Seigneur qui a la puissance pour lui, il faut bien dire. Donc, si vous voulez, le Seigneur dit, faites-moi la preuve que vous êtes exempté. Bon, puis alors, il dit d'autre part, dans la mesure où les exemptions sont individuelles, la communauté n'a pas à s'en occuper. Ça ne regarde pas l'assemblée des habitants, ça ne regarde que des individus, et l'échevin n'a pas le droit d'intervenir là-dedans. Il n'est pas habilité juridiquement à défendre des particuliers. Les échevins, c'est-à-dire l'équivalent du maire, si vous voulez, actuel, les échevins défendent les intérêts de la collectivité, mais ce qui est en cause, ce n'est pas la collectivité, ce sont des particuliers. Donc, l'échevin n'a rien à dire. Vous voyez, la tactique, division.
Bon, ça, si vous voulez, isoler les gens. Et alors, on a commencé à dire, mais oui, l'échevin de cette année-là, c'est un nommé Milo, qui est boulanger, d'ailleurs, à Cussy. Au fond, lui, il doit ses taxes, il doit payer ses droits. Ça l'intéresse donc de lutter contre ses droits. Alors, il utilise la communauté pour soutenir ses propres intérêts. Enfin, vous voyez, tous les déballages qu'il peut y avoir entre les habitants de la paroisse, c'est vraiment la division maximale. Bon, et effectivement, d'ailleurs, on a réuni une nouvelle assemblée des habitants qui ont désavoué ce qu'ils avaient dit la première fois, qui ont dit qu'ils ne voulaient absolument pas engager un procès, que ça leur coûterait trop cher, qu'on ne savait pas où ça mènerait, et que si jamais l'échevin en question avait le toupet de faire un procès malgré tout, ça serait à son nom à lui, et qu'ils ne viennent pas demander à la collectivité de payer les frais du procès. Donc, si vous voulez, la division paye quand même relativement bien. Alors, donc vous voyez, concentration foncière, prise en main des fermes qui sont maintenant gérées directement, bon, rétablissement des droits seigneuriaux avec cette atmosphère de division de la population, et puis alors, troisième point de la réaction seigneuriale qui a été pratiquement le plus mis en avant, c'est le problème des bois. Parce que le bois jouait un rôle extrêmement important pour tout le monde. Il intéressait les paysans, bien sûr, parce qu'ils allaient y couper leur bois de chauffage, ils allaient y faire paître leur bétail, ils y prenaient leur bois de construction. Bon, il intéressait les marchands qui le vendaient à Paris dans des conditions extraordinaires avec des bénéfices considérables. Bon, les bois intéressaient le roi parce que le roi tenait beaucoup à ce que Paris soit approvisionné en bois pour éviter une crise au niveau de la population parisienne. Il avait besoin de bois pour la construction de ses bateaux. Enfin, si vous voulez, le bois, c'est vraiment la richesse, si vous voulez, qui intéresse absolument. Une pluie d'édits royaux, c'est-à-dire une pluie de lois concernant les bois, réglementant les bois, parce que justement, le roi en avait besoin. Et il avait justement créé des offices des eaux et forêts, c'est comme ça que Brest était devenu grand maître des eaux et forêts. Donc, si vous voulez, il y a toute une législation royale sur les bois, et il y a une administration royale qui est là pour protéger les bois, veiller à ce que les coupes soient faites dans des conditions correctes, qu'on ne massacre pas les bois. Bon. Mais, curieusement, alors qu'il y a cette pluie de lois, personne ne sait à qui appartiennent les bois. Ça, c'est un problème qui est absolument pas clair. Le seigneur, là encore, si vous voulez, vous avez plusieurs points de vue. On est dans une situation qui est un petit peu de vide juridique. Si vous voulez, on a beaucoup fonctionné avec la coutume, il y a peu de textes écrits. Et le seigneur dit, les bois m'appartiennent. Et j'en ai, dans ma grandeur, concédé l'usage aux habitants. C'est-à-dire, je tolère que les habitants aillent dans certains secteurs, couper un peu de bois, mettre leur bétail, mais c'est une concession de ma part. Autrement dit, je la limite comme je veux et je la supprime comme je veux, si c'est une concession de ma part. Bon. Tandis que les communautés de paysans, elles ont un point de vue radicalement différent. Et elles disent, le bois appartient à la communauté, à l'ensemble des habitants, dont le seigneur est l'un. Bon, c'est-à-dire qu'il a bien des droits sur le bois, mais des droits comme les autres, en tant que membre de la communauté. Bon. À ce moment-là, si vous voulez, les usages des paysans sont fondés en propriété. Enfin, s'ils sont la communauté est propriétaire, c'est un droit que le seigneur ne peut pas lui aliéner. Et ça n'a jamais été tranché juridiquement. Bon. Alors, évidemment, on avait trouvé jusque-là une sorte de modus vivendi, enfin, justement, quand les seigneurs étaient absents de bonne composition, mais à partir du moment où vous avez affaire à des seigneurs qui veulent, effectivement, rétablir leur autorité et tirer le maximum des bois, entre autres, comme du reste, bon, si vous voulez, ils vont refaire valoir ce droit de propriété. Alors, Madame d'Albert a commencé, la marquise donc a commencé, c'est souvent elle qui met en route des choses qui sont ensuite poursuivies par Berthier. Elle a commencé, s'y est prise très habilement. Elle avait besoin, pour faire reconnaître sa propriété, de l'appui du roi. Il est bien évident, si vous voulez, que ça va se juger, hein, et il faut l'appui de la justice royale. Bon. Or, il y a une chose à laquelle le roi, et si vous voulez, ces parlementaires, ces juges sont sensibles, c'est le bon état des bois.
Et il a commencé pendant 3 ans à faire des procès-verbaux par ses gardes forestiers, procès-verbaux qui ont témoigné après année, que les paysans avaient détérioré les bois. En disant, vous voyez à quoi ça amène les usages des paysans, ils coupent n'importe quoi, même des arbres qu'on devrait laisser se développer, leur bétail détruit tout dans les bois, et elle a utilisé ces procès-verbaux pour demander qu'on limite les droits des paysans, disant c'est l'intérêt de tout le monde, c'est l'intérêt de la royauté, il faut limiter les droits des paysans, et elle a demandé, ce que demandait d'ailleurs à la même époque, c'est vraiment un mouvement, si vous voulez, qui existe ailleurs en France, elle a demandé qu'on pratique un triage, c'est-à-dire un partage des bois en 3, c'est-à-dire 1 tiers pour les paysans, 2 tiers pour le seigneur. Le partage par tiers, si vous voulez, c'est pas forcément la loi du nombre, c'est la loi du puissant. Enfin, elle consent à la limite à ce qu'on leur en laisse 1 tiers. Alors, elle a fait cette demande pour tous ces bois sur toutes les paroisses, parce que les bois, si vous voulez, s'arrêtaient pas au finage de Presles, ils débordaient sur Villiers-Nonains, sur Bierry. Et alors, il y a eu des arrêts différents. Pour Bierry, elle a obtenu le triage. C'est-à-dire qu'effectivement, à Bierry, la situation a été tranchée et on a dit telle partie pour les paysans, telle partie pour le seigneur. Mais pour Presles, elle n'a pas pu l'obtenir parce qu'il y avait un problème qui était un peu plus compliqué. Les droits de la seigneurie de Presles étaient très enchevêtrés avec ceux de la seigneurie de Marot. Et monsieur Giton de la Ribellerie, qui était seigneur de Marot, a refusé de s'associer à la démarche de la marquise d'Albert et ça a bloqué sa demande, si vous voulez. Il aurait fallu que les 2 seigneurs qui étaient en quelque sorte copropriétaires des bois fassent une démarche commune pour obtenir le triage. Et ça, ça c'est pareil, c'est une chose que je n'ai pas cherché à expliquer. Pourquoi est-ce que Giton de la Ribellerie ne l'a pas demandé? Il a refusé carrément. Madame d'Albert a fait une demande. Il est possible qu'il y ait eu des mauvaises ententes. Enfin, je ne sais pas. Elle ne devait pas être marrante tous les jours non plus. Enfin, c'est possible qu'elle s'y soit prise un petit peu brutalement. Elle n'était pas forcément très populaire, comme je le disais, même près de Madame de Guitaut. Enfin, si vous voulez, dans la noblesse du secteur, étant donné l'importance de ses ambitions. Alors, il a donc refusé, ça a bloqué le système. Mais Berthier est revenu à la charge, bien entendu, après. Il a commencé par acheter les droits de Giton de la Ribellerie, comme ça c'était plus simple. Il n'y avait plus cet argument d'enchevêtrement de droits. Et il a reposé la demande. C'était déjà comme maintenant, il faut un certain temps pour que la justice s'ébranle et rende ses arrêts. Alors, il n'a pas attendu l'arrêt, et on a quand même une série de journées qui sont assez révélatrices de l'ambiance de cette époque-là, et dont je ne vais pas vous lire parce que c'est très long. Mais si vous voulez, tout ce conflit est entièrement rapporté dans les archives des Eaux et Forêts. Parce que bien entendu, l'administration royale des Eaux et Forêts, elle est concernée là-dedans, elle suit les choses de très près, elle a des archives qui sont extrêmement bien tenues, et on a tous les procès-verbaux, et il y a eu une semaine extrêmement remarquable, en novembre 1770, on aurait pu presque faire un anniversaire à quelques jours près. Voilà comment ça s'est passé. On sait que Berthier a fait, à Paris, une demande de triage des bois, donc de partage des bois. C'en est là, la décision n'est pas prise. Le 9 novembre 1770, les 2 gardes-bois de la communauté de Presles font leur tournée. Alors, dans leur procès verbal, c'est assez rigolo parce que c'est 2 paysans qui sont garde-bois de la communauté et ils s'expriment en langage absolument de tous les jours. Et alors, ils racontent, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions, alors ils étaient revêtus de leurs attributs et ils avaient notamment leur bandoulière. Et alors, leur bandoulière, c'est écrit, en plus, bandoulière, il faut voir comment c'est écrit. Enfin, l'orthographe change à chaque fois qu'ils emploient le mot, mais c'est assez joli à voir, la bandoulière. Enfin, ils font donc leur tournée de surveillance habituelle dans les bois de Montpérou. Donc je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous voyez le coin dans lequel ça se passe. Et alors ils tombent dans les bois de Montpérou sur 50 bûcherons qui sont occupés à couper le bois à blanc. À blanc, c'est-à-dire tout. Évidemment, ahurissement des garde-bois qui disent « Qu'est-ce que vous faites là ? C'est les bois de la communauté. Qui est-ce qui vous a dit de couper ? Pourquoi est-ce que vous coupez ?»
Et alors, bon, une grande partie des gens qui sont là ne veulent pas répondre, mais dans le tas de bûcherons, ils en repèrent un qu'ils connaissent, un qui est du pays, un nommé Soilly. C'est donc, je l'ai déjà dit, c'est un vieux nom du pays. Les Soilly étaient depuis longtemps des spécialistes des bois parce que un des ancêtres avait été facteur de Monsieur de la Gorgette au temps où il était marchand de bois à Cussy. Enfin bon, et le fils est garde-bois pour la communauté de Presles. Enfin bon, toujours est-il que ce Soilly cause un peu avec les bûcherons et il apprend comme ça que ces 50 bûcherons ont été convoqués de bouche à oreille, ça circule très bien, au château de Presles le matin du 9 novembre. Bon, on leur a promis 15 sous à l'embauche et 15 sous par jour, ce qui est à peu près le triple du salaire habituel. C'est le salaire d'un bûcheron normal, c'est 5 ou 6 sous par jour. Si vous voulez, on leur a proposé, donc si vous voulez, un salaire astronomique pour l'époque, pour commencer immédiatement la coupe des bois de Montpérou. Bon. Alors, beaucoup y sont allés. C'est sûr que c'était un salaire relativement attractif. Bon. Et ils racontent donc qu'ils sont en train de couper les bois sur l'ordre de M. Berthier de Souvigny, représenté par un nommé maréchal, qui les a accueillis le matin au château de Presles, qui les a conduits dans le bois en leur disant où commencer la coupe. Bon. Les garde-bois affolés se précipitent à Cussy, vont trouver les échevins, bien sûr en faisant un rapport. Ils se précipitent tous, les échevins et les garde-bois, à Avallon, chez le maître des eaux et forêts, en déposant justement un procès-verbal et en disant mais il faut faire quelque chose, il faut arrêter ça. Bon, alors le 10, le lendemain, Berthier de Souvigny fait déposer au greffe des eaux et forêts, donc aux eaux et forêts, un arrêt du Conseil du Roi qui est vieux de 7 mois. Il est daté d'avril 1770, mais il n'avait jamais trouvé bon de le montrer jusque-là. Et cet arrêt l'autorise à couper à blanc les bois de la communauté de Presles qui ont été ravagés, c'est dit dans le texte royal, qui ont été ravagés par les paysans. Donc, si vous voulez, il y a un lien de cause à effet. On retrouve le raisonnement que Madame d'Albert avait commencé à tenir. Si vous voulez, les paysans ravagent les bois. Donc, si on veut protéger les bois, il faut les laisser aux seigneurs. Et donc, si vous voulez, il faut reconstruire les bois à partir de zéro. Donc, commencer par les couper à blanc. Et Berthier a obtenu un arrêt du Conseil du Roi. Mais bon, il n'a absolument pas justement jugé bon d'en informer qui que ce soit, ni les eaux et forêts d'Avallon, ni la communauté de Presles. Monsieur Berthier de Souvigny est au-dessus de ça et a commencé donc directement la coupe. Bon. Le 11, les garde-bois retournent faire leur tournée pour voir où en sont les choses. Bon. Ils constatent que cette fois-là, les bûcherons sont toujours au travail et qu'ils sont cette fois-là encadrés par 4 hommes armés. Et de ces 4 hommes armés, il donne les noms. Il y a Jean Léger, qui est concierge du château de Presles, et il y a les 2 Voisenat, qui sont frères à Villiers-Nonain. Bon, et si vous voulez, ces gardes, le 4e, ne le connaissait pas. Mais ces hommes armés, qui protègent les bûcherons, leur ont pas tiré dessus, mais enfin, bon, ils leur ont tiré du côté des pieds pour les faire fuir. Et effectivement, nos 2 gardes-bois, en face de 50 bûcherons avec leurs cognets et puis des 4 fusils, ils n'en ont pas mené large. Et effectivement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont retournés à Avallon, aux eaux et forêts, en disant il faut faire quelque chose. Alors, bon, le 12, le lendemain, Monsieur Bresse, grand maître des eaux et forêts, dit bon, pour le moment, on arrête la coupe. Je donne l'ordre clairement qu'on arrête la coupe, pas forcément définitivement, mais il faut enquêter. Il faut enquêter pour savoir si l'arrêt du Conseil du Roi est bien valable. Bon, deuxièmement, il y a un problème. Normalement, on doit le déposer, quand un pareil arrêt est donné, on doit le déposer 6 mois avant de commencer la coupe, de façon à ce que les eaux et forêts puissent aller voir qu'est-ce qu'on va couper. Bon. Et d'autre part, il dit, cet arrêt est justifié en principe par le fait que les bois sont très détériorés. Il dit, moi je veux aller voir, moi-même, si les bois sont bien détériorés. Alors il dit, en attendant, on sursoit, si vous voulez, il n'interdit pas définitivement la coupe, mais il dit, on sursoit à la coupe. Bon. Alors, il va chercher un greffier et un procureur qui aillent sur place faire arrêter la coupe. Et alors là, c'est très joli. Il y a notamment un procureur qui travaille spécialement pour les eaux et forêts.
À qui ça revient de droit d'aller sur le chantier notifier l'ordre d'arrêter la coupe? Seulement, le procureur des eaux et forêts, c'est un nommé Donden, et ben ça l'embête bien d'y aller. Ça l'embête bien parce que il a l'honnêteté quand même de le dire. Il dit, moi, je peux pas y aller parce que je suis en affaire avec Monsieur Berthier. Et il ne précise pas en quoi consiste cette affaire, mais un autre, simplement un acte notarié, nous dit par ailleurs que Berthier a prêté 10 000 livres, ce qui est une grosse somme, à ce procureur des eaux et forêts pour qu'il achète sa charge. C'est clair. Si vous voulez, Berthier a mis ses hommes en place dans l'administration des eaux et forêts. Donc Donden dit, moi, je ne suis pas bien placé pour y aller. Bon, alors, le grand maître des eaux et forêts cherche quelqu'un d'autre. Bon, il prend l'ordre des avocats. Alors, les avocats sont inscrits au barreau, comme maintenant, c'est une espèce de corporation. Il les prend par ordre d'ancienneté, il s'adresse au plus ancien, il lui dit, voilà, je vous donne mission d'aller dans les bois, arrêter la coupe que fait Monsieur Berthier de Sauvigny. Bon. Comminet, le premier dans l'ordre, c'est un notaire procureur d'Avallon, dit, ben, je peux pas y aller, je suis indisposé. Bon. On passe au second, le second, il s'appelle Minard. Ah, il dit, moi, je peux pas. Je suis juge seigneurial de Presles. C'est-à-dire que je suis salarié par Monsieur Berthier de Sauvigny pour rendre la justice seigneuriale à Presles. Bon. Alors, on passe au suivant. Un nommé Morisot. Bon. Ah, il dit, moi, je peux pas. Il dit, moi, je suis juge seigneurial pour Marot, qui appartient au père de Monsieur Berthier de Sauvigny. Alors, vous voyez le nombre de gens qui se défilent. Bon, personne ne veut y aller. Si vous voulez, Berthier de Sauvigny, c'est vrai, enfin, impressionne ses officiers subalternes, personne ne veut y aller. Il a fallu descendre dans l'échelle des avocats pour trouver finalement un très vieux monsieur qui n'a pas refusé d'y aller, mais enfin disons dont l'énergie a été relativement limitée. Bon, enfin, il y va. Le 14, donc, le procureur, le greffier, le garde des eaux et forêts, cette fois-là, vont notifier sur le chantier l'ordre d'arrêter la coupe. Quand ils arrivent, les bûcherons, il y en a 82. Il y en avait 50 3 jours avant, ils sont maintenant 82. Bon, et c'est comme l'autre fois. Bon, il y a toujours les hommes armés autour. Il y en a 5 cette fois-ci, des hommes armés. La délégation officielle se fait brocarder, tirer en l'air. Enfin, vous voyez, bon, on se moque d'eux. On leur dit n'importe comment. D'ici que vous arrivez à faire quelque chose, on aura fini de couper. Bon. Alors, ils jettent quand même un coup d'œil au bois et ils font un rapport en disant que loin d'être complètement dégradés, ils ont vu des chênes qui avaient 6 à 10 pieds de tour et dont certains avaient plus de 150 ans. C'est-à-dire que l'argument, si vous voulez, de Madame d'Albert et de Berthier disant que voilà, ils sont 116. Il arrive à compter les bûcherons à peu près, ils sont 116. Bon. Alors, il n'arrive absolument pas à aborder même le chantier, il est tout seul cette fois-là, il se fait tirer dessus carrément, il va chercher les gendarmes. Ah bon. Le lendemain, il revient avec les gendarmes. Les bûcherons sont 130. Bon. Et cette fois-là, la délégation officielle, les gendarmes en tête, n'ont absolument pas pu entrer dans la coupe parce que la coupe est tellement avancée, on a laissé les troncs joncher le bois, ils sont pas encore ébranchés, on ne peut absolument plus circuler dans le bois, si bien que les bûcherons et leurs gardes rigolent derrière un rempart de bois accumulé, et que tout ce que peut faire l'huissier qui accompagne les représentants des eaux et forêts, c'est de mettre des pancartes autour du bois, enfin le malheureux, c'est assez ridicule, en disant que puisqu'il y a refus d'obéissance, le bois coupé est saisi. Bon, c'est bien joli de mettre une pancarte, mais enfin concrètement, ça n'amène pas grand-chose. Alors le 17, donc on avait commencé le 9, donc c'est donc le 8e jour. Le grand maître des eaux et forêts se déplace lui-même, ce qui est quand même un petit événement, pour aller sur le chantier, essayer de jouer de son autorité. Il arrive, bien entendu, il est accueilli à bras ouverts, la coupe est terminée, le bois est coupé absolument à blanc. Il est accueilli à bras ouverts, tout le monde rigole bien entendu. Le chef des bûcherons se constitue prisonnier, assez narquois d'ailleurs, il se constitue prisonnier. Il suit le grand maître à Avallon, il se laisse mettre en prison. Bon, bien entendu, il n'y aura pas de procès. Il y aura, pendant 8 jours, on va interroger le prisonnier. Bon, mais le prisonnier, il dit, moi, je suis pas responsable. Il dit, moi, j'ai obéi aux ordres.
Ah, Monsieur Berthier de Sauvigny m'a donné l'ordre de couper, moi j'ai coupé. Ah, bon, il dit, et en plus d'ailleurs, il s'est fichu complètement du monde en disant n'importe comment. On lui dit alors, et comment est-ce que vous avez trouvé les bois quand vous êtes arrivé? Parce que maintenant il est devenu difficile de prouver grand-chose sur l'état des bois. Bien entendu, il n'y en a plus. Bon, mais on lui dit comment est-ce que vous avez trouvé les bois en arrivant? Il dit moi les bois, j'y connais rien. Bon, donc, si vous voulez vraiment, vous voyez, se moquant assez grossièrement du monde, et bien entendu, faute de preuves, faute d'éléments pour le condamner, on le relâche purement et simplement. Donc, si vous voulez, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est un problème de rapport de force, si vous voulez, et effectivement, l'appropriation des bois se fait, parce que ça a commencé par Presles, un mois plus tard, donc c'est à Bierry, Berthier a fait couper la partie des habitants, il y avait eu partage, si vous voulez, 20 ans avant, il a fait couper la partie des habitants comme la sienne. Bon, un an plus tard, ça a été à Villeneuve-les-Prelles. Bon, si vous voulez, ça a fait. Bon, bien entendu, si vous voulez, il n'a pas beaucoup de raisons de s'arrêter. Alors, bien entendu, la population, pour la population, c'est une situation qui est assez dramatique parce que elle se trouve donc divisée par rapport à un seigneur qui est extrêmement exigeant. On a en même temps cet essor démographique, ce surplus de population qui trouve de moins en moins de travail. On arrive vraiment à une situation de crise. Malgré, dans certains cas, d'ailleurs, c'est pas que tout ce que fait Berthier soit totalement négatif. Quand son intérêt coïncide avec celui de la population, à la limite, tant mieux. Par exemple, il a fait rétablir les foires de Cussy. Il y avait un vieil édit de François Ier qui autorisait Cussy à avoir 4 foires par an, qui n'avait jamais été appliqué, en fait. Bon, et Berthier, voyant l'opportunité, si vous voulez, d'avoir un marché à Cussy, et bien entendu de percevoir des droits de marché, surtout ce qui pourrait se vendre à ce marché, a fait construire une halle à Cussy et a remis en honneur les foires de Cussy. Ça n'a pas marché très fort d'ailleurs, bon, si vous voulez, c'est resté un marché assez local. Mais bon, à la limite, on peut dire que les habitants, on pouvait en tirer un certain profit. Bon, c'est certain. Mais on a peine à croire que ce soit l'intérêt des habitants qui soit prioritaire dans l'esprit de Berthier. Enfin, si vous voulez, par ailleurs, bon, c'est vrai qu'il a fait un certain nombre de choses qui sont d'esprit assez modernes. Par exemple, il s'intéresse beaucoup à l'industrie. Je vous disais, c'est pas parce qu'ils rétablissent des droits moyenâgeux et qu'ils ont une conduite héritée du Moyen-Âge qu'ils manquent d'instruction et qu'ils ne sont pas au courant. Il s'intéresse à l'industrie. Il est au courant, par exemple, du mouvement qui, en France, crée des filatures de coton un petit peu partout. Notamment, il y a une grosse qui s'installe à Avallon et il veut participer au mouvement. Il installe une filature de coton au château de Presles. Bon, seulement qui est-ce qu'il embauche pour cette filature de coton? Ce sont des orphelines. Parce que, étant intendant de Paris, par ailleurs, il est directeur de l'assistance publique et ça lui sert beaucoup de zones de recrutement. Parce que, par exemple, les bûcherons, il n'a pas trouvé ses 116 bûcherons à Presles. D'autant plus que les premiers qui étaient venus s'embaucher les premiers jours, quand ils ont vu quand même ce qu'ils étaient en train de faire et comment ils nuisaient à la communauté, il y en a beaucoup qui sont partis. Et sur les 50 du début, il y en a justement beaucoup qui ont été remplacés et dont les rangs ont été grossis par des hommes qui étaient inscrits au bureau de mendicité de Paris, que Berthier a fait venir, si vous voulez, pour leur faire couper les bois de la communauté. Bon, et à la filature de Presles, ce qu'il va embaucher, c'est pas des ouvriers salariés à la journée pris dans la population locale à qui ça pourrait faire un emploi, si vous voulez. Il va faire travailler des orphelins qui relèvent de l'assistance publique. Alors, on connaît cette filature principalement par le registre paroissial de Cussy, parce que Berthier s'en vante pas trop. Vous savez que les nobles n'avaient pas le droit, en théorie, sans déroger, de se livrer à une activité mercantile ou industrielle. Bon. Alors, ils s'en vendent pas trop urbi et orbi, parce que ça pourrait lui faire perdre des privilèges. Enfin, c'est pas qu'il craigne grand-chose, hein. Bon, c'est pas franchement qu'il se cache, mais enfin, disons qu'il fait ça discrètement. Hein. Bon. Et il l'a installé donc dans le château de Presles, qui est en pleine décomposition, qui n'entretient pas, si vous voulez, à part l'allée. Enfin, certains d'entre vous ont lu ce que j'avais pu écrire sur Presles. Il y a une belle allée monumentale qui fait bel effet depuis la route, mais à part ça, les bâtiments du château se dégradent à grande vitesse, et c'est dans ces locaux délabrés qu'il a installé donc son atelier, qu'on connaît à travers le registre paroissial de Cussy, parce que les orphelins et orphelines qui travaillent là-dedans meurent comme des mouches, et alors on a pendant une dizaine d'années des tas d'enfants qui meurent entre 7 et 12 ans, et qui sont inscrits ouvriers à la filature
du château de Presles, si vous voulez. C'est pratiquement la meilleure connaissance qu'on en ait. Bon, alors, il a fait d'autres expériences industrielles. À l'Île-sur-Serein, qu'il avait acheté aussi, bien entendu, il a par exemple commencé à exploiter du charbon. Enfin, c'est pour vous dire, c'est vraiment, il y a des aspects très modernistes. Bon, il y a des aspects bonnes œuvres aussi. Bon, et par exemple, quand il a fait distribuer du riz, enfin moi, ce qui m'étonne le plus là-dedans, c'est que ce soit du riz dans les années 1770. J'arrive pas à comprendre d'où venait ce riz. Bon, qu'il fasse distribuer du grain, mais en fait du riz, ça m'étonne beaucoup. Mais enfin, il a fait distribuer du riz à la population à la fin de l'hiver, si vous voulez, à un moment où la disette était grande. Bon, c'est l'aspect bonnes œuvres, si vous voulez, mais sur le fond, ça ne change rien à une exploitation seigneuriale extrêmement terrible. Bon. Alors, le temps, donc, vous voyez, nous amène pratiquement à la veille de la Révolution, et on mesure très bien, à travers le cahier de doléances qu'ont rédigé les habitants de Cussy en 1789, combien ils en avaient gros sur le cœur. Ce cahier de doléances, là aussi, si vous voulez en connaître le texte complet, j'en ai laissé un exemplaire à la mairie. C'est un texte, je dirais sincèrement, qui n'est pas facile. Hein. C'est un texte qu'on ignorait totalement jusqu'à ce que je l'ai retrouvé l'année dernière, parce que tous les cahiers de doléances du bailliage d'Avallon sont réputés disparus. Quand on est allé, après la Révolution, pour essayer d'entreposer aux archives les cahiers de doléances du bailliage d'Avallon, on est allé au greffe du bailliage et il y a un procès-verbal qui dit « Aucun cahier n'est là, ils sont tous perdus ». Bon. Alors depuis, on en a retrouvé qui traînaient, on a retrouvé 4 qui traînaient à gauche et à droite, et j'ai eu la chance d'en retrouver 4 qui étaient dans les archives du notaire de Cussy. Le notaire de Cussy étant un personnage qui s'intéressait à la vie politique, qui a participé à la Révolution. Il a pris copie pour lui-même certainement, ou alors il a servi de secrétaire à l'Assemblée des habitants qui a rédigé ce cahier de doléances. Toujours est-il qu'heureusement, dans ces minutes, il a gardé des copies du cahier de doléances de Cussy, et c'est vraiment... ça, ce sont des plaisirs d'historien difficiles à mesurer pour les profanes, mais quand on trouve quelque chose comme ça, c'est le bonheur absolu pour un historien. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, je vous signale au passage que les cahiers de doléances du canton de Guyon sont à la mairie de Guyon. Mais un endroit où personne n'est allé les chercher. Et où j'irai les voir. Vous adressez à M. Bonnet, le maire de Guyon. Ça, je n'y manquerai pas. On est en train, à une petite équipe, d'essayer de rédiger un livre sur les paysans de Lyon en 1789, et on fait une chasse systématique à des endroits comme ça qui n'ont pas été, si vous voulez, on a cherché dans les archives départementales, on a cherché dans les archives des justices, et quelquefois on fait des trouvailles dont on est émerveillé. Alors le cahier de Cussy, il est très difficile à lire, il fait allusion, enfin il est dans la langue évidemment de l'Ancien Régime, il fait allusion à des choses très précises, à des pratiques, à des usages très précis de l'Ancien Régime, mais il est passionnant parce qu'il n'est pas sur un modèle commun. Ce qui s'est produit souvent dans les cahiers de doléances, c'est qu'il y avait une sorte de modèle qui était élaboré par des bourgeois ou par des curés, et puis ce modèle, parce que les paysans n'avaient pas l'habitude de rédiger, n'avaient pas l'habitude de s'exprimer, en fait très souvent ils étaient contents de trouver un modèle à recopier, et on a comme ça très souvent, sur 20 paroisses voisines, on a exactement le même cahier de doléances. Bon, parce qu'en fait, c'est le même modèle qui a été diffusé. Et alors, à Cussy, je peux vous dire qu'ils n'avaient pas besoin de modèle parce qu'ils avaient des choses à dire. Et ils ont fait un cahier qui est extrêmement original et qui, pour les 3/4, est consacré à Berthier de Sauvigny. Alors que d'habitude, on se plaint beaucoup des impôts royaux. Là, on s'en plaint, c'est sûr, mais on s'en plaint sur 3 lignes. Alors qu'il y en a 4 pages sur les abus de Berthier de Sauvigny. Et c'est assez intéressant, même sur le fond, parce qu'ils ne se plaignent pas du régime seigneurial. Ils ne se plaignent pas de la monarchie, ça c'est évident, personne en France à ce moment-là ne se plaignait de la monarchie. Ils ne se plaignent même pas du régime seigneurial. Ce dont ils se plaignent, c'est des abus qui sont faits du régime seigneurial par Berthier de Sauvigny. Ils disent par exemple, on devait des droits, il y avait des gens qui devaient des droits, et ce qu'a fait Berthier de Sauvigny, c'est qu'il les a étendus à tous. Quand dans un village, vous aviez 4 personnes qui devaient quelque chose, il les a fait payer par tout le village. Bon. Les droits ont été multipliés par, enfin suivant les cas, ils donnent des proportions, les droits ont été quelquefois multipliés par 3 comme prix. Bon. Et il s'est emparé des bois, enfin si vous voulez, il y a toute la liste de leurs griefs qui revient.
Bon. Alors, ce cahier de doléances a été un peu rejoint par justement, je trouvais celui de Sainte-Magnance, celui de Bussière, où reviennent un peu les mêmes choses. Tant qu'on est dans les terres de Berthier de Sauvigny, c'est pratiquement la litanie qui revient. Si vous voulez, sa pratique n'est pas spéciale du tout après les Accussi, elle est absolument générale. Et alors, un autre point d'ailleurs aussi dont ils se plaignent un peu, c'est la corvée de route. Dieu sait que la route avait de l'importance pour l'économie de la région, mais ce dont se plaignent les paysans, c'est que la route, c'est eux qui la font. C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a pas de service des travaux publics. Les travaux publics sont faits par les paysans. C'est une forme d'impôt, donc qu'on appelle la corvée royale. Et ils se plaignent en disant, pour nous, c'est une perte de temps. C'est pris sur le temps où on pourrait travailler. Ce sont des travaux très durs. Et cette route, on n'en tire aucun profit. Ceux qui en profitent, ce sont les gens qui font du commerce. Bon, or nous, on fait pas de commerce puisqu'on n'a rien à vendre, on ne produit rien, on n'a rien à vendre. Bon, et ils visent à la fois, disons, les seigneurs et leurs fermiers, mais aussi le maître de poste, qui a le privilège de ne pas payer d'impôts, qui est exempt d'impôts totalement, parce que il est en quelque sorte, il rend un service, si vous voulez, à l'État en assurant le relais de poste. C'est une sorte de service public. Bon, on ne le paye pas pour ce service, mais on le décharge d'impôts. Bon. Et évidemment, il est le premier à profiter de la route, c'est la base même de son activité, et les paysans trouvent absolument pas normal qu'ils ne contribuent pas, sous une forme ou sous une autre, à entretenir cette route. Bon, alors cette situation, donc cette réaction seigneuriale extrêmement violente, explique que la révolution à Cussy, je peux vous dire que les gens ont été très majoritairement pour. Je peux pas vous en dire très très long sur la révolution à Cussy parce que, chose qui n'est pas non plus exceptionnelle, on ne trouve de registre des assemblées municipales qu'à partir de l'an 9. Dans le grenier là-haut, il y a les registres de l'assemblée municipale avec, justement, on voit défiler tous les problèmes de la commune, mais seulement à partir de l'an 9, c'est-à-dire pratiquement sous l'Empire. Pour la période révolutionnaire même, les sources locales manquent. Si vous voulez, au niveau de la commune, les sources manquent. Mais on a des idées par ailleurs, parce que, si vous voulez, il y a des rapports qui sont faits aux échelons supérieurs de l'administration, bon, et qui, eux, ont été gardés. Et ce qui domine, c'est l'impression d'un très large consensus pour la Révolution. Bon. Si vous voulez, comme je l'ai dit, les gens n'avaient pas demandé l'abolition de la royauté, ils n'ont pas demandé l'abolition du régime seigneurial. Mais au fond, si vous voulez, le régime seigneurial, qu'on l'abatte, vous savez qu'ils sont plutôt pour. Enfin, c'est quand même, ça se conçoit, étant donné la situation locale et le degré de tension auquel on en était arrivé. Ça s'est passé totalement sans violence. C'est drôle parce que bon, vous êtes comme moi. Bon, on voit quand on apprend l'histoire de la Révolution, on voit ce qui se passe à Paris, on voit ce qui se passe dans les villes, on apprend la guerre de Vendée. Alors on a l'impression de quelque chose de très violent. Bon, et quand on descend au niveau local, et notamment dans l'Avallonnais et dans tout l'Avallonnais, on est un peu dépaysé parce que concrètement, il se passe pas grand-chose. Si vous voulez, il y a absolument